vous avez promis pas un long métrage, mais presque. Donc, vous allez me dire, on a certainement tout dit, puisque là, nous avons eu énormément de témoignages de labellisés. Eh bien non, vous allez voir que nos invités vont pouvoir compléter avantageusement tout ce que vous avez pu déjà découvrir dans le film ou dans vos organisations, si elles sont déjà labellisées. Alors, le thème de notre table ronde, c'est le label diversité, levier d'amélioration continue. Alors, je vais d'abord me tourner vers Tanguy de Belair pour lui demander Alors, c'est bien joli, le levier d'amélioration continue, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et pour vous, quels sont les principaux apports du label diversité? Alors, je crois qu'il y a deux apports essentiels qui nous ont guidés depuis 10 ans, puisqu'on a des entreprises qui sont labellisées depuis l'origine. Le premier, c'est l'efficacité. L'efficacité à emmener une organisation vers une vraie culture inclusive, une vraie reconnaissance des diversités. Et on constate qu'au fur et à mesure des audits initiaux, des audits de suivi, qu'il y a une progression de la culture de la diversité et une meilleure inclusion. J'en veux pour preuve que suite au calcul des notes de l'index égalité entre les femmes et les hommes, les entreprises de Vinci qui détiennent un label depuis le plus longtemps obtiennent les meilleures notes. La culture de l'inclusion s'est installée et pérenne dans ces entreprises. Et je crois que le deuxième élément qui nous guide, c'est cette certification du mouvement. Contrairement à un certain nombre de normes qui, à un instant T, donnent une note de convergence, de conformité à la norme que l'on a choisie, le label diversité mesure en permanence et analyse des améliorations, des nouveautés qu'on rajoute en permanence. Et c'est cette certification du mouvement qui est riche et qui conduit à installer de manière pérenne et dynamique une culture de l'inclusion. Alors, Fabrice Thévaux, pour les ministères économiques et financiers, qu'est-ce que, dans cette grande maison, qu'est-ce que ça a pu apporter ? Alors bonjour à toutes et à tous. Pour les ministères économiques et financiers, avec le label dont on dispose près d'une dizaine d'années, puisqu'on a obtenu le label diversité en 2010, il y a 3 apports. Le premier, c'est que le label contribue à la sécurisation des processus RH. Donc la formation, le recrutement, les promotions. Et donc nous avons évidemment mis en place un certain nombre d'actions, de guides, de sensibilisation et de formation aussi pour les membres de jury, à travers les examens professionnels, et puis aussi former, sensibiliser les recruteurs au sein des ministères économiques et financiers, en s'assurant qu'ils disposent de grilles et s'appuient sur les compétences. Donc c'est des dispositifs de formation qui ont été évidemment importants. Nous avons aussi actualisé la cartographie ministérielle des risques récemment pour se mettre pleinement en conformité avec les 25 critères. Puisqu'il y a 10 ans, nous avons travaillé à partir d'une cartographie, mais qui était limitée à 18 critères. Donc nous avons récemment actualisé cette cartographie. Le deuxième apport porte plus sur la mobilisation de tous les acteurs de la diversité, et de façon continue et régulière. Parce que le principe même du label, ça a été dit tout à l'heure, avec ces audits qui interviennent tous les 2 ans, ça nécessite évidemment une implication forte de tous les acteurs pour préparer ces audits. Et nous identifions à chaque audit un certain nombre de services, à la fois à Paris, mais aussi en région. Et donc, tous les 2 ans, les services ne sont pas les mêmes. Donc, c'est à la fois une action forte de mobilisation, mais aussi de déploiement. Ça participe aussi au déploiement de nos politiques diversité-égalité. Et puis enfin, le troisième apport, c'est le fait de pouvoir structurer nos actions. Ça, c'est très important. Le label diversité nous invite à construire, élaborer des plans d'action. Donc depuis 2010, sur l'égalité professionnelle, par exemple, nous avons conclu un premier accord, suivi d'un plan d'action, et nous préparons actuellement le 3e plan
Alors, qui se... je crois que ça, on en parlera un petit Oui, peu on en parle plus après. Voilà. détail tout à Donc l'heure. je n'en dis pas plus, mais évidemment en lien avec l'accord fonction publique qui était indiqué par le ministre tout à l'heure, hein, qui est parfaitement en cohérence avec cet accord. Et nous avons aussi structuré des actions autour de la lutte contre l'homophobie avec l'association Comidgé interne au ministère économique et financier, qui a donné lieu à l'élaboration d'une dizaine d'engagements. Donc voilà, ça a un effet de structuration de nos actions à travers des plans qui est effectivement très efficace. Je voudrais juste terminer pour dire que la mesure emblématique aussi du label diversité, au moment où il a été attribué, ça a été quand même de former 35 000 agents au sein des ministères économiques et financiers. Absolument, merci. Agnès Salle, pour le ministère de la Culture, je crois que vous vous retrouvez aussi dans cette structuration des actions et sur la méthodologie aussi qui en découle. Alors peut-être déjà un regret pour indiquer que le plateau aurait peut-être pu être paritaire. Il ne l'est pas et c'est dommage. Oui. Alors, partir quand même pour évoquer l'expérience récente, puisqu'elle remonte à 2016 seulement, contrairement à celle de mon voisin de droite, de la labellisation par le ministère de la Culture et par ses établissements publics, pour indiquer quand même qu'au départ, nous étions dans une situation de fort scepticisme, d'indifférence, voire de réticence à l'égard d'un processus de double labellisation, la réticence provenant essentiellement de nos organisations syndicales qui considéraient finalement que les labels, c'était un coup de com' supplémentaire, un peu de paillettes pour faire passer la pilule d'une situation profondément insatisfaisante. Donc nous partions de cette situation-là, aggravée par la conviction que dans les milieux de la culture, de la communication, du cinéma, de l'audiovisuel, la question ne se posait pas, puisque par définition, nous étions dans un environnement de tolérance, de dialogue, d'ouverture à l'autre et d'inclusion. Rien de moins vrai. Mais encore fallait-il en convaincre les partenaires à la fois internes et externes au ministère. D'où l'intérêt d'un processus de labellisation qui ne s'est réellement ancré qu'à partir du moment où, par la formation, par les actions de communication, nous avons réussi, pas encore complètement, mais enfin en partie au moins, à convaincre, à expliquer d'abord, à convaincre ensuite qu'à tout moment de son parcours professionnel, limitons-nous à cet aspect-là, chacun était, ou au moins pouvait être, à la fois discriminé et discriminant. À partir du moment où le déclic s'opérait dans la tête de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice, une bonne partie du chemin était réalisée. Et donc, les labels, finalement, la démarche, la méthodologie des labels, avec les 3 piliers, le diagnostic, catastrophique en général, quand il est bien fait, le plan d'action, ambitieux mais réaliste, et puis la culture de l'évaluation et de la détermination progressive d'une amélioration constatée ou encore insuffisante. Donc ces 3 piliers ont permis de structurer une démarche qui s'est évidemment incarnée dans beaucoup de procédures internes. On a revu complètement de fond en comble la procédure RH et notamment le recrutement au sein du ministère de la Culture. Mais cette démarche a également joué un effet a eu un rôle de levier absolument puissant, puisque sur la base de la candidature aux 2 labels, puis de l'obtention des 2 labels, diversité et égalité, le ministère de la Culture a embarqué avec lui, comme l'a dit très bien le ministre à l'instant, 17 établissements publics, parce que nos opérateurs sont finalement porteurs d'un nombre considérable d'actions à l'égard des publics, à l'égard des créateurs, à l'égard des étudiantes et des étudiants de nos écoles. Jacques Porte va en parler à l'instant. Et donc, il nous a semblé très important d'avoir avec nous le plus grand nombre possible d'opérateurs. Et le chemin n'est pas achevé, loin de là. Nous avons encore beaucoup d'établissements publics à embarquer. Mais au-delà des opérateurs, il nous a semblé essentiel de faire en sorte que les labels et la démarche même qui permet d'y accéder concernent non seulement l'intérieur des services et des établissements, mais également les politiques culturelles. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, le chemin parcouru est infiniment plus
ambitieux qu'il ne l'était au départ, puisqu'il nous a semblé indispensable d'interroger les politiques culturelles à l'aune de la diversité, de la non-discrimination, de l'égalité entre les femmes et les hommes, et l'ensemble des champs, cinéma, audiovisuel, jeux vidéo, architecture, journalisme, spectacle vivant, tous les domaines de la culture et de la communication sont interrogés, et inévitablement, le ministère de la Culture a son mot à dire et son action à entreprendre pour y inciter. Alors justement, Jacques Porte, vous dirigez l'École nationale d'architecture de Saint-Étienne, qui est dans le giron du ministère de la Culture. Et quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit le label, c'est pas le bon terme en fait. Je ne suis qu'architecte, mais en tout cas, effectivement, il faut bien voir qu'il s'agit d'une démarche dynamique. Et cette dynamique, c'est pour effectivement être encore mieux les années qui suivent, mais ne pas oublier aussi les fondamentaux, puisque nous avons chaque année 120 nouveaux étudiants qui arrivent, et ils ont effectivement à rentrer dans la logique globale portée par l'ensemble des communautés de l'établissement, puisque comme tout établissement d'enseignement supérieur, bien sûr les étudiants, les personnels administratifs, tous les personnels enseignants avec une très grande diversité de statuts, et donc c'est un collectif qu'il faut emmener vers cette label. Donc je crois qu'on est effectivement dans une dynamique, dans un mouvement, ça a été rappelé tout à l'heure, et ça me paraît extrêmement important, effectivement. Et c'est effectivement un engagement à partir d'un diagnostic qui est beaucoup moins glorieux, et je confirme effectivement ce qu'il vient de dire, que les pressentis individuels, qui permet à partir de ce diagnostic d'avoir un véritable état des lieux partagé pour construire une stratégie, pour construire une politique. C'est un travail de plusieurs années qui conduit à cette sollicitation de label. Ça oblige effectivement à remettre à plat toutes les méthodes RH. Et ce n'est pas une mince affaire. Parce qu'effectivement, les habitudes, le poids des habitudes, le poids des réflexes peuvent conduire à des situations qui ne sont pas acceptables. Remettre à plat toutes les procédures RH et les mettre dans une démarche de transparence. Et ça, c'est un gage de réussite auprès de l'ensemble des communautés, l'ensemble des partenaires sociaux et l'ensemble des étudiants, puisqu'ils sont aussi des apprenants. Et il nous a toujours paru extrêmement important que cette dimension, il devait également la posséder, la développer. Être architecte, c'est aussi être un citoyen. Et à ce titre, les labels apportent ces qualités nécessaires. Très bien, merci. Alors, autre univers maintenant avec Stéphanie Baudou et les vignerons de Buzet. Les vignerons de Buzet, c'est 95 salariés. Et je crois que vous partagez aussi ce qu'on a entendu tout à l'heure, mais vous avez beaucoup insisté, quand on a préparé cette table ronde, sur l'impact du label diversité sur le bien-être au travail. Oui, tout à fait. Donc, bonjour Stéphanie. Effectivement, je viens du sud-ouest, près d'Agen, petite cave coopérative. Au milieu des vignes. Au milieu des vignes, oui, tout à fait. Donc le label, donc nous effectivement depuis 4 ans on a le label égalité-diversité. C'est très important pour nous par rapport à les valeurs qu'il transporte. Je perds mes mots, je m'en excuse. Mais non, et vous m'avez dit, mais c'est surtout, ça nous a apporté une vigilance. Oui, tout à fait, une vigilance accrue. Au quotidien, donc dans mon métier, déjà je suis responsable ressources humaines, donc que ce soit dans la construction des offres d'emploi, quand je reçois les CV, voilà, dans le tri des CV, dans la réception des candidatures, donc effectivement c'est important. Dans l'intégration des nouveaux salariés, on a énormément de nouveaux salariés qui arrivent, donc dans l'intégration, qui se sentent bien accueillis, qui se sentent lui-même et qui ait une bonne collaboration au sein des vignerons de Buzet, oui, tout à fait. Et donc oui, ça contribue au bien-être au travail, sachant que le bien-être au travail est de plus en plus important. Voilà, donc je trouve que c'est un label plutôt bienveillant finalement pour les salariés, pour nos partenaires, pour les managers. Donc ça passe aussi par une sensibilisation. Il faut être constamment sensibilisé aux formes de discrimination, aux préjugés. Malheureusement, il y en a encore, et pas forcément consciemment. Hein. Des fois, c'est des choses comme ça qu'on dit. Voilà. Donc, il faut sensibiliser, former nos managers régulièrement. Et puis, voilà, pour que tout se passe bien et qu'on travaille dans des bonnes conditions. Oui. Merci. Alors, Pierre-Baptiste Cordier-Simoneau, bien-être au travail, vigilance,
C'est des thèmes qui vous parlent, je pense. Oui, bien sûr. Le label diversité est l'occasion de proclamer quelque part dans l'entreprise l'égale dignité de la personne humaine. C'est ça qui est très intéressant en tant que syndicaliste. C'est s'apercevoir que dans l'entreprise, ce qui a du prix, en fait, c'est le salarié. C'est la personne humaine, c'est elle qui fait tourner l'entreprise. Et c'est aussi l'occasion, le label diversité, de sortir du dialogue social un peu obligatoire, un peu contraint par le Code du travail, par les échéances qu'on nous demande, et Dieu sait si la législation est de plus en plus compliquée, pour faire un point d'arrêt, pour regarder ce qui va et ce qui ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a aussi des choses qui vont. Et on s'aperçoit très rapidement qu'on est discriminatoire sans le vouloir, par rapport à des personnes handicapées, par exemple. C'est-à-dire, ah oui, tiens, on n'avait pas pensé que ce poste de travail pouvait être adapté. Donc c'est l'occasion de se remettre en question, de faire un point d'arrêt pour progresser. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la distance qu'il y a entre l'audit. Alors, l'audit rencontre les partenaires sociaux, il rend un rapport, et la commission qui intervient en second niveau. Alors justement, cette commission, puisqu'en tant que membre de la commission et membre du bureau de la commission aussi, est-ce que vous pouvez nous décrire justement la particularité de cette commission et puis son rôle vis-à-vis des organisations publiques et privées qui passent devant elle pour défendre son label? Alors, il y a quelque chose qui est surprenant. Alors, c'est d'abord le nombre de collèges autour de la table. On est 5. Donc, il y a le collège salarié avec les 5 organisations syndicales représentatives. En face, nous avons, en face parce que c'est géographique, hein, c'est pas, ça veut pas être des conflits tranchés. Il y a les organisations patronales, et puis il y a l'administration et les experts de l'NDRH. Et on ne rentre pas en commission comme on peut rentrer en commission paritaire en disant, mais voilà, je vais arracher à l'employeur 1% d'augmentation, par exemple, hein, ça peut être plus. Non, on va rentrer avec bienveillance, comme disaient mes prédécesseuses aussi, en disant, voilà, on va chercher à se faire une idée neuve du dossier. Alors le dossier, on l'a instruit quand on est au bureau, on a des éléments un peu avant, on le travaille à titre syndical, on le travaille aussi avec les membres du bureau, et puis on voit les points saillants, les points où on n'est pas d'accord, on demande des explications. Et après, on reçoit une audition. Et l'audition est le moment de se faire une idée neuve du dossier. Se dire, ah, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Ou, ah oui, là, le point qui m'était satisfaisant, ah ben là, il y a quelque chose qui m'embête. Donc, je vais aller questionner l'entreprise, non pas pour l'embêter, mais pour bien comprendre ce qu'il a voulu dire, pour bien comprendre sa démarche. Et ensuite vient le temps de la délibération. Et encore une fois, on n'est pas dans un temps de délibération de l'État contre les partenaires sociaux, la NDRH contre le MEDEF, etc. Non, on est vraiment dans une bienveillance, dans une même, osons le dire, une convivialité, mais avec sérieux. On vient au label avec... Enfin, personnellement, j'y vais avec plaisir, parce qu'on sait qu'on va construire quelque chose, qu'on va aider les entreprises à œuvrer en faveur de la lutte contre les discriminations. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est les points qu'on peut dire à l'entreprise, c'est des points de progrès. Notre souci, c'est de donner le label. C'est pas de dire, ah ben non, ton message, je vais pas lui donner. Non. Notre souci, c'est de permettre à l'entreprise d'avoir le label et de progresser. Et comme a dit un de mes prédécesseurs, c'est une démarche permanente. Absolument. C'est vraiment une démarche d'encouragement, en fait, même si ça peut paraître un petit peu un grand jury. Quand on passe devant la commission, c'est surtout et avant tout une démarche d'encouragement, puisque c'était aussi quelque chose que vous m'aviez dit en préambule, c'était quand on avait préparé, pour vous, c'est une démarche courageuse aussi, d'aller chercher ça. Oui, c'est une démarche courageuse, parce que c'est une démarche qui est coûteuse. Alors, au niveau financier, et en temps, et c'est un risque. C'est pas parce qu'on candidate au label qu'on l'a. Donc la commission n'est pas une chambre d'enregistrement. C'est important de préciser, c'est qu'on est, enfin,
on est libre de le donner ou pas le donner, Oui. avec des raisons, encore une fois, des raisons valables. Et c'est du temps, parce que c'est du temps aussi qui se rajoute dans l'entreprise. Alors on a des auditeurs qui viennent un peu... on avait dit fouiller en préparant un peu... alors ils viennent pas fouiller, c'est pas les services secrets non plus, mais qui viennent exiger telle ou Ils telle viennent pièce, chercher qui la viennent réalité, chercher, en qui viennent fait. questionner. Ah oui, alors dans tel accord vous avez dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et puis ils vont questionner les partenaires sociaux, qui vont dire ah oui, attendez, c'est écrit ça, mais la réalité est tout autre. Ah ben oui, le taux d'handicapé, il est, je vais dire, je ne juge personne, hein. Il est mettons de 15%, mais c'est 15% qui sont reclus au fin fond du bâtiment. Oui, auquel c'est 15%, mais il y a une discrimination. Donc c'est permettre in situ de voir la réalité du terrain, et nous, après, on appelle aussi nos militants en disant tiens, voilà, t'as signé tel accord ou t'as pas signé tel accord, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, quelle est la réalité? Ah ben alors, je reprends l'exemple des 15% de handicapés reclus au fin fond du terrain. Ah oui, d'accord, c'est intéressant. Donc voilà, ça permet de questionner pourquoi, comment, peut-être qu'il y a une bonne raison, peut-être qu'il y a une mauvaise raison. Et Mais- d'aller surtout chercher Et la des- réalité. voilà, en fait. et on parle vraiment d'un présupposé positif. Mm. C'est ça qui est important. C'est important. ça. C'est qu'on est vraiment là, c'est vraiment un outil d'amélioration continue de la politique sociale, parce qu'il y a vraiment un bien-être au travail, et encore une fois, la véritable valeur ajoutée de l'entreprise, c'est pas tant son chiffre d'affaires, c'est vraiment ces hommes et ces femmes, ou ces femmes et ces hommes, comme on veut, qui font le cœur de l'entreprise, qui permettent que l'entreprise soit performante et satisfasse alors à la fois les besoins essentiels, c'est-à-dire d'apporter du concret, d'être heureux au travail, qui est pas un gros mot, de la dignité, qui n'est pas non plus un gros mot. Et in fine, ça permet de faire du produit, un bon produit. J'imagine que Alors, le justement- vin de Buzet est bon. Alors justement, le vin de Buzet. Aline, excusez-moi d'interrompre le déroulement organisé de la séance, mais il y a un élément, me semble-t-il, qui est également très très important à signaler. Le fait que les labels, en tout cas la recherche des labels, peut jouer, ça a été le cas au ministère de la Culture et dans son environnement, à la fois politique culturelle et établissement public. Les labels peuvent jouer un rôle de révélateur assez formidable en matière de violence et de harcèlement sexuel et sexiste. Dans notre univers, peut-être ailleurs aussi, en tout cas je parle de ce que je connais, la culture et la communication, ces comportements délictueux étaient dissimulés, tus, une grande hypocrisie, une grande lâcheté prévalait, on savait mais on ne disait pas, on ne sanctionnait surtout pas. Or, à partir du moment où les services du ministère, les établissements publics se sont engagés dans cette démarche de double labellisation, il est devenu extrêmement difficile, voire impossible. On a une cellule d'alerte, la haute fonctionnaire est là aussi pour recueillir les témoignages, et l'ensemble des services sont engagés, ce qui signifie que pour une école comme celle que dirige Jacques à Saint-Étienne, pour toutes nos écoles, la démarche de charte égalité qu'on a engagée a également mis au jour la nécessité absolue de faire en sorte que les comportements et les dérapages soient évoqués, on n'ait plus la crainte de parler en n'étant pas entendu, et des sanctions, pour la première fois dans l'environnement culture et communication, ont été prises, parfois lourdes. Et je trouve extrêmement intéressant que comme effet second, pas secondaire, mais second, de la procédure de labellisation, il y ait cette espèce de structuration d'une écoute, d'une parole et d'une procédure de sanction. Absolument. Alors, pour revenir du coup aux vignerons de Buzet, à la belle qualité du produit des vignerons de Buzet, qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi une PME de 95 salariés va chercher le label diversité et l'égalité également? Mais en quoi ça s'inscrit en fait dans votre politique générale? Donc, nous sommes engagés dans le développement durable, démarche RSE depuis une bonne quinzaine d'années. Et c'est vrai que le volet social était moins... on avait moins travaillé sur ce sujet-là. Donc, le label, il répondait concrètement. Et donc, ça nous a permis de mettre... j'ai envie d'avoir une ligne directrice, en fait, un petit peu, à suivre. Et donc, en fonction de cette ligne, on va mettre plusieurs actions en place au fur et à mesure des années et qui ont des réels effets
comme je vous le disais tout à l'heure, sur le bien-être au travail, sur la cohésion d'équipe également. Voilà, donc on a fait pas mal de petites choses, ça lève des barrières aussi. Par exemple, on participe chaque année à l'opération du OD, je ne sais pas si Oui. vous connaissez, mais du coup, on accueille des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Et pareil, ça lève des barrières, donc on a toujours l'impression qu'avant qu'ils arrivent, mais ils vont jamais pouvoir faire ça, etc. Et finalement, on s'en rend compte, donc voilà, déjà rien que ça, c'est important. On a une salle de sport aussi, ce qui est plutôt chouette. On est dans un milieu très rural, donc les salles de sport, il faut faire pas mal de kilomètres pour Oui, vous aller, m'avez décrit au téléphone voilà, c'est que ça. vous étiez au milieu des vignes et Au que milieu donc la des première vignes salle de et, sport était très loin. était très loin. Et c'est vrai que pour allier vie perso, vie pro, avoir une salle de sport sur son lieu de travail, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et surtout, ça, pareil, comme tout à l'heure, ça enlève les barrières. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec son responsable, je sais pas, responsable marketing et puis l'hôtesse d'accueil, par exemple, en train de faire du sport à deux, en train de faire un petit défi pompe ou autre. Et voilà, donc ça c'est aussi une bonne action à mettre en place. Voilà, il y en a eu pas mal d'autres, mais voilà. Et puis c'est vrai que je reviens sur là-dessus, mais sensibiliser, il faut communiquer beaucoup, 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 parce qu'on oublie assez rapidement malheureusement. Donc sensibiliser, faire des petits jeux de groupe ou des événements d'entreprise en reparlant de la diversité, de la discrimination, de l'équité entre hommes-femmes, mais aussi entre pas mal d'autres critères est important. Voilà. Merci beaucoup. Alors Tanguy de Belair, bon, Vinci est un grand groupe, mais dans son approche, il y a quand même un point commun majeur avec les vignerons de Buzet. Ça a l'air comme ça tout à fait anachronique, mais c'est cette implication dans les territoires et peut-être aussi l'autonomie des structures qui composent le groupe Vinci, et qui peuvent se retrouver peut-être un peu dans la situation des vignerons de Buzet pour certaines. Alors tout à fait, Aline, effectivement, et je reconnais la taille de certaines entreprises de Vinci, puisque nous en avons de toute taille. Je ne sais pas où est dans la salle la plus petite labellisée, qui doit avoir 42 employés à ce jour, et on va jusqu'à... Voilà, merci. Et puis on va jusqu'à des structures qui ont 10, 15 000 salariés. Ce qui est très efficace et important dans une démarche de labellisation diversité, c'est l'ancrage territorial. Je suis convaincu que ça fonctionne mieux lorsque on structure des plans d'action diversité par rapport à son métier, par rapport à son bassin d'emploi, par rapport à son bassin de vie, par rapport à sa culture d'entreprise et à l'influence et la reconnaissance qu'on a géographiquement sur un bassin donné. C'est à ce titre qu'on peut, comme le demande le label, faire percoler la culture de l'inclusion auprès des sous-traitants, auprès des clients, et d'avoir une boucle vertueuse dans laquelle on emmène l'ensemble des acteurs d'une région. Et aussi, il y a une autre chose dans l'approche de Vinci, c'est justement pour embarquer toutes ces entités, le rôle que joue le central, d'outillage, de mise à disposition de certains outils pour l'ensemble des structures qui veulent aller au label, même si elles sont chacune libres d'y aller ou de ne pas y aller, c'est ça ? Tout à fait, les structures sont libres. Le groupe Vinci, c'est un groupe multilocal, d'unités très décentralisées, qui sont autonomes, responsables, et qui décident de trouver une valeur dans cette démarche. Mon rôle au niveau du groupe est bien sûr de valoriser l'intérêt de cette démarche et de ce qu'elle apporte à l'entreprise dans l'excellence RH, managériale, etc. Donc j'ai finalement assez peu d'actions sur une démarche stabilisation. En revanche, en centrale, je mets au service des entreprises du groupe un certain nombre de dispositifs qui leur permettent d'avancer, de démarrer, de se perfectionner dans les plans d'action qu'ils se sont fixés. Je prendrai deux exemples. On a par exemple mis au service des entreprises du groupe et de tous les collaboratrices et collaborateurs une plateforme qui permet de tester la résistance de son fonctionnement au risque de discrimination. Donc cette plateforme décrit 150 situations d'entreprise qui, on le sait, sont capables d'embarquer de la discrimination. Et puis les entreprises, les personnes qui font cet autodiagnostic décident si l'une ou l'autre de ces situations se produit de jamais à systématiquement. Au bout du module, vous avez l'outil qui vous dit vous êtes à 80% résistant au risque de discrimination.
Et l'outil vous permet ensuite d'avoir des axes d'amélioration, puisque l'intérêt, c'est d'être totalement résistant au risque de discrimination et à tout type de risque de discrimination dans les process de l'entreprise, dans les discussions avec les clients, dans l'attribution des marchés aux sous-traitants. Donc là encore, on insiste sur embarquer tout un écosystème. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est le réseau. J'anime un réseau aujourd'hui de 400 animatrices et animateurs diversité qui sont sur les 5 continents, dans tous les pays où nous opérons. Et leur but est bien de valoriser toutes les démarches qui peuvent aider à structurer, renforcer des plans d'action. Et d'ailleurs, cette démarche d'accréditation, on a la chance en France d'être l'unique pays qui a un label d'État, et je passe beaucoup de temps à aller trouver dans les pays où nous sommes des organismes qui ont l'objectivité, le professionnalisme et la capacité à valider que nos process sont, dans tel ou tel pays, conformes aux attentes d'une meilleure inclusion et au respect de la diversité. Merci. Alors Jacques Porte, vous avez en commun aussi avec Stéphanie Baudou et Tanguy de Belair un ancrage de l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne très très fort dans son territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment ça se concrétise, en quoi ça a un impact aussi sur votre labellisation diversité? Vous voulez évoquer que la capitaine de l'équipe de la SSE est architecte, peut-être, ce qui est une réalité l'année dernière. Elle a fait tout son cursus à l'école. Oui, l'école a été créée, comme l'Université Saint-Étienne, au tout début des années 70, dans une logique de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Donc c'est déjà un engagement fort porté par les élus territoriaux. Alors bien sûr, le territoire stéphanois, vous le savez tous, c'est un territoire où les valeurs de travail, de solidarité, d'engagement sont extrêmement forts. Et notre engagement dans les labels sont assis sur cette histoire, sur ce collectif qui est extrêmement présent dans notre terroir. Et c'est pour ça que l'on s'est engagé dans le label diversité, mais également dans le label égalité professionnelle. Ça nous a paru complètement évident d'aller dans cette démarche. Alors on parle de territoire, on parle effectivement des relations avec les élus territoriaux, les élus locaux, le ministère qui nous a à la fois encouragés et soutenus dans toutes ces démarches. Mais on a aussi notre vocation de former des architectes qui vont construire, aménager le territoire jusque dans les années 2060, 2070. Donc on a là un engagement sur la longue durée, et donc qu'ils aient complètement intégré cette démarche de labellisation avec tous les ressorts liés à ces deux labels nous ont paru extrêmement importants. Et ça fait vraiment partie de ce choix qu'ils vont faire pour venir faire des études à Saint-Étienne, dans ce terroir. J'emploie le terme comme effectivement ma voisine, parce que je pense que c'est cette diversité à la fois sociale, sociétale, qui est important à souligner. Et je ne sais pas si on aurait pu aller aussi loin sans avoir tout ce support qui nous a vraiment porté pour aller dans cette démarche. Et la formation de nos étudiants, c'est d'être effectivement, ce que je disais tout à l'heure, des citoyens de leur territoire, citoyens du monde, avoir ces références, avoir ces qualités, parce qu'ils ont à faire œuvre sociale et sociétale, une fois architectes, quels que soient les métiers qu'ils vont embrasser, dans la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, la programmation, les entreprises, ils auront ces valeurs, ils auront ces références, ils auront cette compréhension qui nous paraît essentielle pour effectivement qu'ils puissent être des acteurs majeurs, des acteurs comme des citoyens, des acteurs qui soient efficaces par rapport à l'ensemble des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Merci. Alors pour terminer ces apports concrets du label diversité, et avant de laisser la parole à Yannick Lorty, qui est extrêmement sage à côté de moi et à qui je n'ai toujours pas donné la parole, mais ça va venir. Il y a une question quand même que les organismes labellisés depuis longtemps se posent au quotidien, c'est comment continuer à mobiliser. Alors, pour cela, je vais d'abord me tourner vers Agnès Salle. Que reste-t-il à faire au ministère de la Culture? Tout. En fait, nous avons
agit beaucoup, mais avec le sentiment, la préoccupation taraudante de la réversibilité possible. Le risque d'un retour en arrière, il ne faut jamais l'exclure. Et je crois que chacune de nous l'a et sait pertinemment que toute action, tout progrès, toute étape franchie risque un jour, demain, après-demain, dans 10 ans, d'être peut-être balayée d'un revers de main. Et c'est un sentiment d'urgence et de nécessité qui nous habite tous les jours. Alors évidemment, ce qu'il y a de plus à faire, c'est d'une part compter plus et compter mieux. Tous les dispositifs statistiques dont nous disposons sont efficaces, mais finalement, nous nous rendons compte chaque jour que nous n'avons pas suffisamment encore aujourd'hui de chiffres, de données précises pour mesurer les inégalités et les discriminations. Donc là, c'est un axe de progrès évident. Et puis, le deuxième axe, non moins évident, c'est quel rôle l'État, en l'occurrence le ministère de la Culture, peut-il jouer pour pleinement réaliser cet effet de levier dont je parlais tout à l'heure. On a mis en place une mesure qui est très forte dans le champ des politiques culturelles, qui est celle de l'égaconditionnalité, à savoir l'État continuera de subventionner, de soutenir financièrement des actions, des établissements, des festivals, des manifestations, à partir du moment où ces différentes structures ou organismes ou écoles rempliront leurs engagements en matière de diversité et d'égalité. Alors, c'est un principe que nous avons posé. Il faut maintenant le mettre en œuvre avec tous les dispositifs, là également, de comptage, de bilan, d'évaluation, permettant à l'État, à un moment donné, de dire « j'aide plus » ou « je n'aide plus » ou « j'aide moins » tel ou tel organisme qui dépend des subsides publics et qui répond ou ne répond pas à des objectifs de politique, de haute politique, qui sont ceux de diversité et d'égalité. Et puis le troisième élément sur lequel nous devons encore beaucoup progresser, c'est de tenir ensemble les deux objectifs précisément d'égalité professionnelle, où là, les modalités de comptage sont assez évidentes, sont assez simples. Les actions que nous voulons et que nous essayons de promouvoir en matière d'égalité entre femmes et hommes partout, dans nos politiques culturelles, dans nos institutions, dans nos administrations, nous en voyons assez aisément les points d'amélioration nécessaires, mais le sujet devient plus compliqué, en tout cas dans les univers culture et communication, à partir du moment où vous abordez les autres critères de discrimination, notamment ceux liés à l'origine, au lieu de résidence, à l'âge, au handicap, à l'état de santé, à l'orientation sexuelle. Et là, on sent bien que ce principe d'égaconditionnalité que nous mettons en place pour combattre les discriminations entre les femmes et les hommes devient plus compliqué à appréhender. Pour autant, il n'est pas moins nécessaire. Merci. Alors Fabrice Thévault, pour les ministères économiques et financiers, il y a presque 2 ans, je crois que vous avez mis en place une démarche participative très originale sur l'égalité femmes-hommes et que vous allez dupliquer dans une certaine mesure sur la diversité. J'aimerais bien que vous nous en parliez parce qu'elle est elle est vraiment très innovante et très particulière. Oui, alors sur l'égalité professionnelle, on a déjà deux plans ministériels. Donc on prépare le 3e plan égalité ministériel qui concerne 138 000 agents qui sont répartis entre la région parisienne et puis la province en région. Et le choix qui a été fait pour ce 3e plan ministériel, c'est d'adopter une démarche participative qui associe les agents, non seulement dans la région parisienne, mais aussi sur le terrain, parce qu'effectivement, il y a un véritable enjeu d'appropriation, de diffusion dans toutes les régions, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, donc ça je partage. Et donc la finalité de cette démarche, c'était à la fois la mobilisation des acteurs, mais c'est aussi le recueil des besoins des personnels, puisqu'on en est au futur 3e plan égalité. Et puis, c'est aussi, notre idée, c'était, à partir du moment où on détecte les besoins, on est en capacité de proposer des actions concrètes. Alors, comment on a procédé ? On a étalé cette démarche sur plusieurs mois. Elle prend quand même un certain temps. Le temps de la consultation, et compte tenu de la taille du ministère,
Donc on a tout d'abord organisé des ateliers de réflexion, à la fois à Paris, mais je le disais en province, dans certaines régions qui nous ont accueillis, en associant des agents de toute catégorie et de toute direction. On s'est fait accompagner par des personnels un peu spécialisés dans le ministère, sur le fait de pouvoir faciliter la créativité et l'expression des besoins. Donc ça a été le temps de la réflexion, de l'échange, du partage et du recueil des besoins locaux. On a complété cette démarche par une étude comparative en France et à l'étranger sur les bonnes pratiques des plans d'action en matière d'égalité femmes-hommes, à la fois dans le privé, mais aussi dans le public. On a fait une enquête aussi auprès des personnels en s'appuyant sur Ipsos, comme on a des observatoires internes et notre service de la communication qui nous permettent un panel d'agents mais représentatif pour compléter cette démarche. Et puis, on a clôturé la démarche par un séminaire. Et là, j'ai eu le plaisir d'accueillir Aline Crépin, entre autres, aussi, et son entreprise, puisque ce séminaire a pu réunir à la fois les directions, nos référents directionnels et locaux, représentatifs, qui avaient aussi porté cette démarche, et puis des entreprises privées, très engagées dans la diversité, dans l'égalité. Donc il y a eu un temps pour clôturer le séminaire, d'échange, de confrontation, qui nous a permis de consolider un ensemble de mesures, d'axes et d'actions. Et le deuxième temps, évidemment, qui est un temps très important, a été tout d'abord d'engager une concertation avec nos organisations syndicales pour partager les axes, les 5 axes, qui étaient évidemment en cohérence aussi avec l'accord fonction publique, qui était signé en novembre 2018. Donc, vous voyez les liens en fait qui sont faits à la fois entre l'interministériel, le souci du terrain, d'identifier les actions, et puis le dialogue social, qui est évidemment fondamental dans cette démarche. Et dans le dialogue social, on a eu 2 temps. On a eu le premier temps de partage sur les axes principaux avec les organisations syndicales, et ensuite on est revenu vers les organisations syndicales avec des propositions de mesures et d'actions. Et depuis plusieurs mois, nous sommes en échange, en discussion avec les organisations syndicales, donc sous forme de réunions techniques, de groupes de travail. On a eu par exemple une réunion technique qui était dédiée aux écarts de rémunération, à partir des travaux qui nous ont été fournis par la fonction publique. Donc en fait, le débat est à la fois sur les axes, la stratégie, vers quoi on veut aller, mais aussi sur les actions. Et c'est un échange fructueux, puisque les organisations syndicales, évidemment, viennent avec des propositions et améliorent le texte. Donc, il y a vraiment un échange très, très intéressant dans cette démarche. Et nous allons également préparer un plan diversité, puisque j'ai évoqué tout à l'heure l'actualisation de notre cartographie ministérielle des risques sur la diversité. Donc on a devant nous un plan ministériel diversité, et on va évidemment reprendre un certain nombre d'éléments dans cette démarche participative pour associer les agents et puis avancer sur un certain nombre de critères sur lesquels nous allons travailler. Merci. Alors, Yannick Lorty, enfin à vous. Vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, directeur de recherche au CNRS. Vous avez beaucoup travaillé sur le sujet des discriminations. Au vu de ce qu'on a entendu aujourd'hui et de ce que vous avez pu constater, avez-vous l'impression que c'est un sujet qui évolue positivement? Et quelle est votre vision de l'apport du label diversité dans cette évolution? Alors, je donnerai une réponse en 2 volets. Donc moi, ce qui m'intéresse effectivement avec d'autres chercheurs, c'est la mesure des discriminations avec des technologies de mesure qui soient probantes et puis de contribuer à la recherche nationale et internationale dans ce domaine. Donc on a un groupe de recherche au sein d'une fédération de recherche qui s'appelle Travail, Emploi et Politique Publique du CNRS,
si vous voulez, vous êtes intéressé par nos travaux, c'est www.tepp.eu. Et donc, toutes nos études sont en ligne. Et donc, on s'intéresse essentiellement en fait, à la mesure des discriminations, parce que ce n'est pas du tout évident de contribuer à cette mesure. Et on le fait donc au travers d'opérations de testing de grand format, testing scientifique. Et aujourd'hui, on peut dire que le testing peut être utile dans 2 dimensions. Ça peut être pour essayer de prendre la mesure des problèmes, et ça peut être aussi pour évaluer les solutions. Et donc, je répondrai sur ces 2 aspects, en fait. Si on utilise le testing pour prendre la mesure des problèmes, donc on sait que c'est une méthode imparfaite, qui a beaucoup de limites, c'est pas représentatif, on va tester uniquement l'accès à l'emploi, par exemple, et pas d'autres domaines. Mais aujourd'hui, on dispose, disons, d'une bonne trentaine d'études qui ont été réalisées par différentes institutions, différents organismes, des associations aussi, mais beaucoup de chercheurs. Une trentaine d'études qui donnent, malgré toutes leurs limites, disons, un panorama relativement convergent de la situation en France. On sait dans ces études que, eh bien oui, il y a des discriminations très importantes dans l'accès à l'emploi à raison de l'origine et des discriminations aussi dans une moindre mesure à raison du lieu de résidence. Et donc, disons, à peu près tous les tests qui ont été menés, des tests rigoureux, convergent pour indiquer que les discriminations dans l'accès à l'emploi, c'est un phénomène réel qui est disons, persistant. Alors, après, le problème, c'est que toutes ces études ne sont pas directement comparables les unes par rapport aux autres, hein, et d'où la nécessité d'avoir des protocoles de recherche un peu différents pour pouvoir au moins suivre les choses dans le temps et puis pouvoir comparer peut-être tel type d'entreprise à tel autre, ou par exemple la fonction publique et la fonction privée et l'emploi privé. Donc c'est ce qu'on réalise, nous, depuis maintenant, depuis 2015-2016, ça a été évoqué avec la fonction publique, donc, où on a mis en place un suivi régulier. Disons, tous les 2 ans, on fait une grande campagne de testing, donc depuis 2015-2016, on en a fait une première, puis après en 2017-2018, là on est en train de commencer la 3e, et où on cible les mêmes professions, et où on fait des diagnostics sur différents critères de discrimination, ce qui nous permet de produire, disons, à peu près à la même période de l'année aussi, d'avoir un thermomètre qui, comme ça, mesure l'évolution des problèmes. Et que nous disent ces tests? Alors, il y a au moins 3 grands résultats qu'il faut évoquer. Donc, le premier, c'est que les discriminations dans l'accès à l'emploi à raison de l'origine et du lieu de résidence, c'est les 2 motifs qui sont testés, existent à la fois dans l'emploi privé et dans l'emploi public. Donc, il n'y a pas d'imperméabilité naturelle de l'emploi public dans cette question d'exposition aux discriminations. Donc, ça, c'est le premier problème. Deuxième constat, c'est que donc, dans les tests qu'on a faits, on a pu comparer la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Au jour d'aujourd'hui, on n'a produit aucun test probant pour la fonction publique d'État. Donc, on n'a pas pu établir de preuves statistiques de l'existence de discrimination dans l'accès à l'emploi dans la fonction publique d'État. Par contre, on a plusieurs preuves statistiques de discrimination dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique territoriale, qui, dans bien des cas, fait à peu près jeu égal avec ce qui se passe dans le privé. Et c'est vrai qu'il y a des proximités organisationnelles entre, par exemple, une petite mairie et une petite entreprise. Et troisième constat, et lui, il est encore plus intéressant, je trouve, c'est sur l'évolution dans le temps des phénomènes. Donc pour l'instant, on n'a que 2 observations répétées, mais ce qu'on constate globalement, c'est que entre 2015-2016 et 2017-2018, on assiste plutôt à un reflux des discriminations, avec globalement donc, des écarts de taux de succès entre un candidat franco-français, le candidat de référence, et un candidat qui suggère une origine maghrébine par son patronyme. On a les écarts se resserrent. Et puis de même, selon le lieu de résidence, il y a beaucoup de tests où on montre qu'on ne trouve pas de discrimination selon une personne qui habite dans un quartier politique de la ville. Donc un phénomène de reflux qui est plutôt encourageant, effectivement, mais qu'on ne sait pas bien interpréter. Il peut y avoir 2 grandes explications. Ça peut être le résultat de l'action publique et privée, de tout ce qui est fait par tous les acteurs, et il y a beaucoup de témoignages aujourd'hui. Ça peut être une partie de l'explication réside peut-être dans l'efficacité des labels. Mais ça peut être aussi l'évolution d'ensemble du marché du travail. On est plutôt dans un contexte de reprise de l'emploi, et donc il y a globalement un peu moins de candidats pour chaque poste, donc il y a moins de tension dans le recrutement, et ça c'est propice, il y a des modèles qui nous le montrent, à ce qu'il y ait une moindre présence des discriminations.
Donc voilà, beaucoup d'éléments sur la partie, on sait beaucoup de choses, donc c'est plutôt intéressant sur la partie constat, mesure des problèmes. Et par contre, il y a le deuxième aspect, où là je vais être beaucoup plus court, sur l'aspect justement utilisation des tests de discrimination afin d'évaluer l'efficacité de l'action. Ça, c'est techniquement possible. On a réalisé une opération très intéressante qui a été rendue publique il y a quelques semaines avec le Défenseur des droits pour évaluer l'efficacité d'un courrier envoyé par le Défenseur des droits, un courrier de rappel au droit, au cadre légal. On est dans le domaine de l'accès au logement, c'est un domaine différent de celui de l'accès à l'emploi. Mais en tout cas, on a montré qu'on pouvait mettre en place des protocoles de tests répétés qui permettent d'évaluer véritablement de façon très rigoureuse l'efficacité de l'action. Et moi, ce que je voudrais simplement dire, pour répondre à la question qui était la vôtre, qu'est-ce qui reste à faire ? Bien, je pense que pour les années à venir, il serait heureux d'assortir le label véritablement d'un dispositif d'évaluation au niveau de quelques institutions, de quelques organisations qui souhaitent rentrer dans le label, pour qu'on puisse les suivre et les tester, avec leur accord bien sûr, de façon répétée, pour mesurer véritablement l'efficacité du label sur les discriminations. Et il me semble que cette preuve est nécessaire et sans doute qu'elle sera utile et qu'elle renforcera la crédibilité et l'efficacité de l'action de l'ensemble des parties prenantes du label. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier l'ensemble des intervenants. Qui ont réussi l'exploit de presque rattraper le retard. Néanmoins, alors, est-ce qu'on a le temps de prendre une question? Ou y a-t-il une question? Une grande démocratie. On a été hyper clair, je pense. Ah, il y a une question. Bonjour. Ce n'est pas une question, c'est juste un témoignage, justement pour illustrer les propos de nos intervenants. Donc, je suis Christophe Berthier, je suis adjoint au maire à la ville de Dijon. J'ai notamment en charge la lutte contre les discriminations, diversité, vie associative, et je représente François Rebsamen. François Rebsamen qui était ministre du Travail au moment où il y a eu une revalorisation du label diversité. Et quand il a travaillé sur ce sujet, c'est tout naturellement que quand il est revenu dans sa ville, dans notre bonne ville de Dijon, il a voulu mettre en place la labellisation au sein de sa collectivité. Et en 2017, au mois de janvier, quand il a annoncé devant plus de 2000 agents territoriaux que je devais porter ce dossier, je peux vous dire que je n'en menais pas large. Parce que si je partageais la volonté politique de François Rebsamen, il faut aussi convaincre les agents sur le terrain de l'efficacité d'un tel label. Alors on a commencé par travailler en mettant en place un comité de pilotage qui était constitué d'élus, notamment les élus en charge du personnel à la ville de Dijon, à la métropole, au CCAS, mais également du personnel DRH et surtout aussi des élus du CHSCT, du personnel, qui était partie prenante. Et bien entendu, pour mettre ça en place, on s'est fait appuyer par un cabinet. Alors là aussi, ce n'était pas facile parce qu'on a fait un appel d'offres, on a reçu des cabinets, mais pour être poli, il y a des cabinets qui ne sont pas très au fait de ce qui est vraiment la destination et l'objectif du label diversité. Et on a retenu donc à l'unanimité le cabinet Gavant. Donc je remercie Alain d'être présent. Parce que Alain, il a une idée sublime, c'est qu'il nous a dit, mais si vous faites le label diversité, pourquoi vous engagez pas également le label égalité professionnelle femmes-hommes? Parce qu'on s'aperçoit dans les débats, dans les échanges que vous avez eus, et notamment Madame Salle, que en fait, l'égalité professionnelle femmes-hommes et égalité et label diversité, ben, ça se touche, c'est de parties prenantes. Et pour terminer, François Rebsamen a toujours dit il n'y a pas de dialogue social sans diversité et réciproquement. Merci. Merci. Y a-t-il éventuellement une autre question? Non. Alors, je vous propose... Ah, il y a une question. Où est-elle?
Bonjour, Bruno Richard, DGFIP. J'avais juste une question, mais elle n'est pas directement liée à la diversité et à l'égalité. Elle s'adresse donc aux caves de Buzet et puis aussi à l'entreprise Vinci. Est-ce que vous recrutez des apprentis ? Alors oui, c'est un des vecteurs principaux pour Vinci, pour attirer les plus jeunes sur tous nos métiers de terrain, dans tous nos domaines d'activité. Ça ne dépend pas directement de moi, mais c'est vraiment un axe important de diversification des profils dans le groupe Vinci et dans toutes ces entreprises. Ça dépend de moi, effectivement. On recrute des apprentis. J'en ai 4 actuellement. Et voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous, que ce soit apprentissage ou contrat professionnalisation. Voilà, ça nous amène une certaine... allez, je vais faire un préjugé. Une certaine vivacité, une certaine fraîcheur dans l'entreprise. C'est toujours agréable. Et puis en plus, on les forme et généralement, ils restent. Donc c'est d'autant mieux pour nous. Voilà. Je profite de la question sur l'apprentissage pour dire qu'évidemment, comme tous les ministères, le ministère de la Culture est engagé et essaye au maximum de développer l'accueil des apprentis, mais pour indiquer également un autre axe que je souhaite beaucoup développer en complicité avec l'Agence du service civique, faire en sorte que les jeunes que nous accueillons au ministère, dans les établissements publics, plus nombreux encore, que nous incluions cette démarche service civique et que nous puissions la coordonner avec cette vision égalité-diversité, parce qu'il me semble qu'il y a là un levier assez puissant et intéressant de connexion entre les modalités d'accueil des jeunes qui viennent passer quelques mois dans nos établissements culturels et une vision non stéréotypée des métiers auxquels ils et elles auront accès ensuite. Donc je trouve intéressante la connexion entre service civique, l'apprentissage évidemment, mais également entre service civique et la démarche diversité-égalité. Merci, je vous propose de remercier encore nos intervenants. Et je vais accueillir sans plus attendre Monsieur Jacques Toubon, défenseur des droits.